Ces trois questions ont un point commun. Elles ont toutes trois eu lieu après l'époque d'Arles. Et toutes trois sont des scandales de Van Gogh. Van Gogh est un peintre unique. Le scandale n'a rien à voir avec les peintures de Van Gogh. Par conséquent, la principale préoccupation de Van Gogh doit être de savoir pourquoi il a pu peindre comme il l'a fait. Cependant, lorsque le scandale occupe le devant de la scène, nombreux sont ceux qui attachent de l'importance à la psychologie profonde de Van Gogh. À savoir que Van Gogh a peint ses tableaux parce qu'il était mentalement dérangé. Mais c'est faux. Van Gogh ne peignait pas mentalement. Il essayait de peindre ce qu'il voyait. Je peignais d'une manière que Van Gogh qualifiait d'expressive. Lorsque je peins de manière expressive, j'exagère parfois un peu, mais cela ne signifie pas que je peins avec mon cœur. Les peintures expressionnistes dépeignent la réalité de manière un peu exagérée afin d'essayer de faire comprendre aux gens les difficultés des travailleurs par le biais d'images. Cependant, Gauguin est venu à Arles et a appris à Van Gogh à peindre de manière imaginative, et Van Gogh a peint plusieurs tableaux imaginaires, et la célèbre nuit étoilée au clair de lune à Saint-Rémy a également été peinte de manière imaginative. Cependant, Van Gogh a écrit dans une lettre que la nuit étoilée au clair de lune était un échec. Probablement parce qu'il a peint la nature comme un dieu. En d'autres termes, certaines de ses peintures étaient effectivement des fantaisies influencées par Gauguin, mais sinon, il ne faisait que souligner ce qu'il voyait. Ni la coupe des oreilles, ni la maladie, ni le suicide n'ont donc rien à voir avec les tableaux de Van Gogh. Crépon, comme l'écrit Van Gogh dans sa lettre, désigne les estampes ukiyo bon marché et les ukiyo en crape, principalement les estampes ukiyo de la fin de la période Edo. Selon l'époque et l'occasion, crépon est utilisé pour désigner l'un ou l'autre. J'examinerai comment Van Gogh s'est efforcé de peindre le crépon à l'huile à Arles. Les informations les plus détaillées sur Arles se trouvent dans Van Gogh Cire de Bernadette Murphy. Les lecteurs de ce livre seront surpris. Qui, dans le passé, a fait autant de recherches sur Van Gogh avec autant de couvertures? Madame Murphy s'est rendue à Arles plus de 100 fois pour des interviews. Et M. Murphy est un chercheur amateur. Ce n'est pas un professionnel, mais il a fait plus qu'un professionnel. Cependant, à l'exception des preuves évidentes, ses recherches n'ont pas été reconnues par les professionnels. Je suis aussi un amateur, donc je ne distingue pas M. Murphy comme un professionnel ou un amateur. Cela ne veut pas dire que je pense que tout ce que M. Murphy a écrit est correct. Je pense que je dois le vérifier à ma manière. Le plus étrange dans le livre de Murphy, c'est qu'il ne mentionne pas les estampes ukiyo et le kashirimen ukiyo. Pourquoi les a-t-il ignorés alors qu'ils auraient certainement été intéressants s'il avait lu les lettres d'Arles? Après avoir relu le livre, j'ai compris pourquoi. M. Murphy était britannique. Alors qu'un Français aurait lu et étudié les lettres d'Arles dans leur version originale en français, M. Murphy écrit dans son livre « J'ai commencé cette recherche au moment idéal. J'ai commencé ces recherches au moment idéal. » À peu près au même moment, une édition révisée des lettres de Van Gogh a été publiée et mise en ligne. M. Murphy a eu accès à la nouvelle traduction anglaise des lettres de Van Gogh sur le site web du musée Van Gogh. La nouvelle traduction anglaise de Van Gogh traduit crépon et japonaiserie par estampes japonaises. Si vous avez étudié les lettres de Van Gogh dans leur traduction anglaise, vous ne serez pas intéressé par crépon. En effet, crépon est traduit en anglais par Japanese print. Il aurait été bien plus intéressant de le traduire directement sous le nom de crépon. Et ce n'est pas tant pour M. Murphy que pour les chercheurs non japonais que les estampes ukiyo-e sont très difficiles à comprendre, et encore plus lorsqu'il s'agit de l'ukiyo-e Chirimen. Un chercheur de la trempe de M. Murphy se serait sûrement intéressé à crépon et à la japonerie s'il avait étudié les lettres de Van Gogh dans l'original français. L'un des objectifs de cette vidéo est de trouver et de présenter les empreintes de Van Gogh à Arles. Arles est la Maison Jaune, mais l'emplacement du café du soir en face de la Maison Jaune est légèrement différent de l'emplacement du livre Van Gogh Cire et de la traduction anglaise des lettres de Van Gogh, volume 6. En outre, l'emplacement de l'hôtel Carrel, où Van Gogh a séjourné lors de son arrivée à Arles, est également différent. Nous avons réalisé une carte combinant les deux à l'aide de Google Maps. Elle montre que la zone allant de la gare à la vieille ville a changé, mais que les rues autour de l'hôtel où Van Gogh a séjourné pour la première fois ont également changé. En effet,
Selon le livre d'oreille de Van Gogh, la voie ferrée a été la cible d'un raid aérien le 25 juin 1944 et la zone autour de la porte Cavalli a également été bombardée. Sur la carte, les maisons jaunes sont la maison verte 5 et la maison rouge 2. Il s'agirait du même endroit. Le problème, c'est le café de la gare, café de nuit. Dans l'oreille de Van Gogh, le café de nuit est situé au rouge 1. Cependant, le musée Van Gogh se trouve au vert 3, à côté du rouge 1. Ce n'est pas à côté de la maison jaune s'il s'agit d'un vert 3, donc le rouge 1 est correct. Dans le passé, le café de l'Alcazar, situé en face de la maison jaune, était considéré comme un café de nuit. Cela est possible parce qu'il se trouve devant la maison jaune. Cependant, la majorité est maintenant en faveur du rouge 1. Le 3 vers du café de nuit serait donc le restaurant Venissac, où Van Gogh avait l'habitude de dîner. La boucherie que Van Gogh a peinte depuis le restaurant de l'hôtel Carrel est située en biais lorsque l'on cherche l'adresse, ce qui rend l'exactitude de la peinture incorrecte. Il est possible que les bombardements aient détruit les routes de la région, qui n'existent plus, ce qui a entraîné une légère différence entre l'adresse d'aujourd'hui et celle de l'époque de Van Gogh. C'est pourquoi je pense que la boucherie se trouve devant l'hôtel. Lorsqu'il s'agit de trouver les empreintes de Van Gogh à Arles, l'hôpital est immédiatement reconnaissable et le pont-Lévis est facile à repérer s'il s'agit d'un pont-Lévis reconstitué. Cependant, trouver l'emplacement original peut s'avérer laborieux, mais cela vous donne une idée. L'hôtel Carrel, où Van Gogh a séjourné pour la première fois, a pu être localisé, bien que l'hôtel original ait disparu à cause des bombardements. De même, la maison jaune et le café de nuit ont été complètement détruits par les bombardements et le réaménagement qui s'en est suivi, mais leur emplacement a pu être identifié. Quant à la terrasse du café la nuit, elle a été recréée, de sorte qu'elle ressemble exactement à ce qu'elle était à l'époque de Van Gogh. La nuit étoilée au bord du Rhône est facilement reconnaissable car c'est probablement de là que l'on passe de la maison jaune au Rhône, et l'on peut également voir le pont de Trinquetail de là. La reine est une icône d'Arles, il n'est donc pas impossible de la trouver. Le pont ferroviaire qui enjambe la rue Montmajour à Arles se trouve à une courte distance de la maison jaune. Cependant, il faut passer par le tunnel. Si vous regardez à travers le tunnel, vous verrez un chemin qui monte à gauche et qui ressemble à la peinture de Van Gogh. Le parc d'Arles est également visité. Van Gogh semble avoir peint plusieurs tableaux dans ce parc. Il y a quelques endroits où il faut quitter la vieille ville d'Arles. Les Aliscamps sont suffisamment proches pour être inclus dans la vieille ville et vous pouvez donc vous y rendre à pied. À l'entrée, un panneau indique une peinture des Aliscamps par Van Gogh, et il y en a d'autres sur le chemin. Les Aliscamps sont un cimetière d'Arles qui s'est étendu de l'Antiquité au Moyen Âge et qui fait maintenant partie du site du patrimoine mondial ruines romaines et monuments romans d'Arles. À Arles, le cimetière Sainte-Arle-Arleville est situé tout près des Aliscamps. Van Gogh s'est également rendu dans les environs d'Arles. La célèbre plaine de Cloug est la plus connue. Les Alpilles sont situées à l'arrière de la plaine Lacroix, mais ce tableau est peint d'un point de vue légèrement plus élevé. Cependant, certaines personnes affirment qu'il n'y a pas de petite élévation dans la plaine Lacroix d'où l'on puisse voir les Alpilles à l'arrière, et j'aimerais donc confirmer cela sur place. Le bâtiment qui se trouve devant les Alpilles dans ce tableau est l'abbaye de Montmajour. Van Gogh a peint plusieurs vues d'Arles depuis l'autre côté de la voie ferrée. Il serait difficile d'en déterminer l'emplacement, mais j'essaierai de visiter des endroits similaires. Nous nous rendrons également dans des endroits situés à quelques dizaines de minutes de route d'Arles. Après l'incident de l'oreille coupée, nous irons d'Arles à Saint-Rémy, où se trouve un hôpital psychiatrique, un endroit que nous voulons absolument visiter. C'est aussi le lieu de naissance de Nostradamus. Tarascon est également la gare où Van Gogh a pris son train pour Paris, un endroit qu'il aurait aimé visiter. En effet, Tartarin de Tarascon, le port Tartarin, Tartarin dans les Tartarins sur les Alpes, écrite par Alphonse Daudet, était le livre préféré de Van Gogh. Il a d'ailleurs identifié Gauguin au personnage de ses romans au moment de l'incident de l'oreille coupée. L'auteur de La femme d'Arles est également Daudet. Van Gogh s'est donc également rendu à Tarascon le 10 ou le 11 juin. Van Gogh se rend à Fontvieille avec Christian Mourier-Peterson. La raison en est que McKnight, peintre et ami de Russell, y vivait. J'aimerais donc y aller aussi. L'un des amis artistes de McKnight était Eugène Bock, et Van Gogh s'est lié d'amitié avec Eugène Bock. Plus tard, Anna Bock, la sœur d'Eugène,
a acheté le tableau de Van Gogh intitulé Vignoble rouge pour une exposition de 20 personnes en Belgique. Le Vignoble rouge est également le seul tableau de Van Gogh qui aurait été vendu 400 francs de son vivant lors d'une exposition officielle. Cependant, certains tableaux de Van Gogh ont été vendus à des prix très bas. Van Gogh se rend à Sainte-Marie le 30 ou le 31 mai et retourne à Arles le 4 ou le 5 juin. Il y avait 2 pensions à Sainte-Marie. Van Gogh a peut-être séjourné dans la moins chère des deux, la pension Coulon, située sur l'actuelle place de la Mireille. Van Gogh écrit à son frère Théo: si j'avais été à Paris, aurais-je pu dessiner le bateau en 1 heure? Je n'ai même pas utilisé de cadre perspectif, cela a été peint en passant ma plume dessus sans mesurer. Il écrit: un cadre de perspective est un dispositif utilisé pour peindre en perspective. Van Gogh a demandé à un forgeron de lui en fabriquer un en 1882, lorsqu'il a commencé à peindre. Les peintres utilisent ce cadre de perspective lorsqu'ils peignent des tableaux académiques. Il leur permet de dessiner la perspective et de rendre l'image symétrique. Il rend également les peintures aériennes plus difficiles à dessiner. Ce sont les estampes Ukiyo qui ont détruit l'utilisation des cadres de perspective. Manet et les peintres impressionnistes se sont inspirés des estampes Ukiyo et n'ont pas utilisé de cadre de perspective. Leur peinture était asymétrique ou aérienne. Les estampes Ukiyo rejetaient toutes les techniques de réalisme postérieures à la Renaissance. Cependant, Manet a vu que les estampes Ukiyo étaient viables en tant que tableau et a révolutionné la peinture. Les lettres de Van Gogh confirment qu'il a peint dans des cadres en perspective jusqu'en mars, date de son arrivée à Arles. Il l'a probablement utilisé jusqu'à Sainte-Marie-sur-Mer, qu'il a réalisé au début du mois de juin. Il est possible qu'il n'ait pas emporté le cadre perspectif avec lui parce qu'il le gênait lors de son voyage. Si vous regardez les peintures de la mer de Sainte-Marie-sur-Mer, vous verrez que le tableau est terminé par l'application de peinture collante à l'aide de coups de pinceau grossiers. La technique consiste à placer de courts coups de pinceau de manière désordonnée. C'est moins désordonné que Two Lovers, mais cela n'a toujours pas la régularité d'un motif de crêpe. Van Gogh n'a peint qu'un coup de pinceau grossier dans la mer de Sainte-Marie-sur-Mer, le reste de ses peintures n'est pas grossier, et certaines d'entre elles ont des couleurs de crabe Ukiyo et des motifs de plis de crabe. Ensuite, les coups de pinceau sont devenus plus réguliers. Et dans la seconde moitié du mois d'août, j'ai essayé de peindre des tableaux en changeant seulement de touche.